Nous allons passer maintenant une thématique légèrement différente. En effet, nous allons examiner dans le cadre d'une zone cratonique comment le système Source-to-Sink évolue. Ce travail sera présenté en 3 parties et résumera l'ensemble du travail réalisé par l'ensemble des participants listés ici. Tout d'abord, le craton guyanais se situe dans le nord du continent sud-américain et est bordé à l'ouest par les Andes et au sud par le fleuve Amazone, mais aussi au nord-est par l'océan Atlantique. Ce craton se trouve dans la zone intertropicale depuis le Crétacé et sous l'influence d'un climat tropical humide avec des taux de précipitations importants. Afin de comprendre l'histoire géologique du craton guyanais et plus particulièrement le système Source-to-Sink, nous avons mené une recherche multidisciplinaire afin de connaître l'histoire d'évolution de la source avec les phases de soulèvement, d'érosion et d'altération qui vont jouer sur la production et le type de sédiments, mais aussi afin de connaître les modes de transport et de stockage de ceux-ci. De plus, nous avons besoin de comprendre l'évolution du sink depuis l'ouverture de l'océan Atlantique avec les phases de subsidence et d'accumulation sédimentaire. Nous avons travaillé autant sur l'évolution du système Source-to-Sink en utilisant la thermochronologie basse température afin de contraindre l'exhumation du craton et de sa marge, mais aussi de l'enfouissement offshore, réalisé aussi à l'aide d'une étude de provenance des sédiments par l'utilisation de l'uranium plomb sur zircon. Mais nous avons aussi réalisé un travail d'évolution de la paléogéographie sur l'ensemble du système. De plus, nous avons réalisé une étude à partir des données de subsurface pour caractériser dans le sink les processus de rifting et de l'histoire d'accumulation. Et finalement, nous avons travaillé aussi spécifiquement sur la source pour comprendre les périodes d'altération en datant les phases d'altération du craton des Guyanes. Et c'est ce que je vais vous présenter par la suite avant de donner la parole à mes co-consoeurs de vidéo. Avant de passer directement aux résultats puis aux conclusions, je vais vous présenter tout d'abord ce que c'est que l'altération supergène qui se produit dans la zone intertropicale. En effet, dans l'ensemble de la zone intertropicale, des phénomènes d'hydrolyse intense des roches vont se produire liés aux températures et aux taux de précipitation élevés. Des sols latéritiques profonds vont se développer dans le temps. Ces latérites sont des archives des conditions climatiques intenses et se conservent grâce à une faible érosion de ces profils. Lors de l'hydrolyse de l'ensemble des types de roches, hors des carbonates, des minéraux secondaires dits supergènes vont précipiter et un manteau latéritique plus ou moins épais va se former dans le temps, comme on peut observer sur ces photos. Voici une image type d'un profil latéritique. Lors de la formation d'une latérite, on va avoir une compartimentalisation minéralogique avec la roche-mère qui n'est pas visible sur cette photo, puis de la formation d'un saprolite qui va être riche en argile, et le profil va être coiffé d'une durécrose qui va être riche en fer ou en aluminium, puis d'un sol. On va avoir des minéraux secondaires supergènes qui vont se former, tels que les oxydes et hydroxydes de fer, les oxydes de manganèse et de potassium, et puis les argiles, et plus particulièrement les kaolinites. Il existe plusieurs méthodologies qui nous permettent de pouvoir dater la formation de ces minéraux secondaires, tels que le paléomagnétisme, l'uranium, thorium, hélium, les oxydes de manganèse et de potassium vont être datés par méthode potassium-argon ou argon-argon, et les argiles par la méthode EPR. Lors de la formation initialement de ce profil, on va avoir une séquence de cristallisation de ces minéraux supergènes, mais comme les profils vont rester à la surface pendant des millions d'années, ils vont pouvoir être réouverts et des épisodes secondaires vont pouvoir se former par dissolution et reprécipitation de minéraux secondaires nouveaux. Ainsi, un profil latéritique peut enregistrer plusieurs phases d'altération en lien avec les changements climatiques. Dans tous les cas, l'âge le plus vieux donnera l'âge depuis quand le profil s'est formé au minimum, puis aussi depuis quand cette zone est soumise à l'altération. Dans le cadre particulier du craton guyanais, nous avons réalisé une étude de l'altération sur de nombreux sites. Sur cette carte, vous pouvez observer les sites d'études du projet ANR, qui utilise les latérites comme des archives climatiques, et du projet Source-to-Sink. Des doctorants et des postdoctorants travaillent et ont travaillé afin de caractériser l'histoire de l'altération du bouclier guyanais. Je vais présenter plus particulièrement les résultats obtenus dans le cadre du travail postdoctoral de Caroline Sanchez. Une des zones d'étude est la province du Roraima, au nord du Brésil, à la frontière entre le Venezuela et le Guyane, sur des surfaces élevées entre 800 et 900 mètres. Des durécrustes ont été échantillonnés sur ces zones d'étude.
Plus particulièrement des duricrustes ferrugineuses de pétrologies différentes et qui ont précipité à partir de roches-mères différentes ont été sélectionnées pour cette étude. Comme on peut voir sur ces photos, ces blocs de duricrust se trouvent pratiquement sur le socle, montrant ainsi qu'il y a eu un décapage de ces profils, laissant des témoins de profils anciens bien développés. Lorsque l'on réalise des datations uranium-thorium-hélium sur l'ensemble de ces échantillons, on peut observer que les âges varient entre 5 et 160 millions d'années, et que l'on peut observer sur ces diagrammes histogrammes les âges qui vont être dispersés, même si des populations d'âges apparaissent. Afin de mieux comprendre les âges et la source de dispersion, nous utilisons des diagrammes ternaires hélium, uranium, thorium. On peut voir ici 2 exemples de morceaux de duricrust sur lesquels nous avons prélevé différentes générations de pétrologies différentes qui sont alors datées pour chaque bloc. Pour chaque génération va être alors datée et on peut voir avec cette approche, en utilisant les diagrammes ternaires, comment les âges vont se répartir. Sur ce premier exemple, on peut voir que l'ensemble des âges obtenus tourne autour de 10 millions d'années. Par contre, on peut voir sur ce deuxième exemple qu'on peut aussi des fois avoir des âges mélanges, où on voit ici que les alicotes se mettent sur des courbes de mélange entre une population plus jeune, autour de 20 millions d'années, et une population beaucoup plus vieille, autour de 50 millions d'années. On peut alors séparer les alicotes qui présentent des âges mélanges et de pouvoir identifier comme ceci les grandes phases d'altération de nos échantillons. Cette approche a été réalisée sur l'ensemble des échantillons datés, et voici dans ce diagramme élévation versus âge les âges obtenus. On peut remarquer que les échantillons portent des informations temporelles similaires, avec des âges vieux, Crétacé, Jurassique, qui sont très mal contraints, mais qui sont des reliques d'un épisode d'altération intense. On remarque cependant que 3 phases aléocènes au Miocène supérieur et inférieur sont bien préservées dans nos échantillons. Les 2 premières phases coïncident avec des optimums climatiques bien illustrés par la courbe de l'évolution de la composition isotopique de l'oxygène. Finalement, le dernier épisode autour de 10 millions d'années est concordant avec le soulèvement andin et avec la mise en place de l'altiplano qui a changé l'ensemble des courants atmosphériques et du climat. Ces âges peuvent aussi être mis en perspective avec les âges supposés des surfaces perchées Crétacé-Jurassique. Et on peut voir qu'une phase d'altération Crétacé-Jurassique est présente, mais qui a été pratiquement totalement resetée par des épisodes d'altération beaucoup plus intenses au Cénozoïque. Finalement, si on regarde l'ensemble des données obtenues sur l'ensemble du craton des Guyanes, on observe que des âges similaires, Éocène, Miocène supérieur et inférieur, mais même quaternaire, ont été obtenus sur l'ensemble du craton. On peut remarquer que les âges obtenus au Suriname et en Guyane française au bord de l'océan Atlantique sont beaucoup plus jeunes qu'à l'intérieur du craton. En conclusion, l'ensemble des résultats permettent de montrer que le paysage a très peu changé entre le Jurassique et l'Éocène en fonction des zones, avec seulement des phases d'altération et un peu d'érosion de ces profils, soit seulement quelques centaines de mètres. Les échantillons enregistrent des épisodes d'altération intense au Cénozoïque qui coïncident avec les épisodes d'événements climatiques majeurs. Je vous remercie. Donc, je suis Delphine Rouby et je vais vous présenter les résultats que nous avons obtenus sur les termes ultimes du Sediment Routing System du craton d'Ine-Guyane sur la marge passive. Ces résultats sont issus de la thèse de Artyom Loparev, qui a essentiellement travaillé sur un jeu de données de subsurface fourni par Total. Donc, sur cette carte structurale de la marge du craton guyanais, la zone d'extension des données de subsurface est indiquée en vert. La structure de cette marge est particulièrement complexe parce qu'elle résulte de la superposition de 2 événements drift dans l'espace et dans le temps. Le premier événement correspond en fait à la terminaison sud de l'Atlantique central qui génère le bassin de Guyana-Suriname, et ça se passe au Jurassique avec une croûte donc océanique jurassique. Au Crétacé, on a l'ouverture de l'océan Atlantique équatorial qui est un rift oblique qui génère l'autre partie de la marge avec donc une croûte océanique Crétacée. La superposition de ces 2 événements à la fois un peu dans le temps et dans l'espace produit une structure
très complexes de la marge passive qui montrent des alternances entre des segments divergents en rouge, transformant en noir et obliques en bleu. Je vais vous montrer une ligne sismique qui échantillonne ces deux domaines d'amincissement. Une coupe est-ouest à travers le plateau des Demerara. Donc si on regarde cette ligne, on a à gauche le domaine d'amincissement associé à l'Atlantique central et à droite celui associé à l'Atlantique équatorial. Donc sur cette coupe, on voit que la zone à travers laquelle la croûte continentale en gris est amincie est extrêmement large dans ce domaine, qu'on a de nombreux indices de déformation ductile dans la croûte inférieure et que les failles normales qui déforment la croûte supérieure viennent s'enraciner dans ces déformations ductiles. On a également un remplissage Saint-Rif particulièrement épais qui, dans la littérature, est considéré comme magmatique, donc avec ici des SDR. Le domaine d'amincissement de l'Atlantique équatorial est très différent, il est beaucoup plus étroit, beaucoup moins d'indices de déformation ductile et un remplissage Saint-Rif beaucoup moins important. Si on essaye de comprendre comment cette superposition va produire un amincissement le long de la marge, on a cartographié pour chaque segment la largeur de ce domaine d'amincissement et vous voyez donc une grande variabilité avec des segments où il est très large et des segments où il est très étroit. Donc on a cartographié ces domaines à l'échelle de toute la zone, depuis les domaines non amincis, ici en jaune pâle, vers les croûtes océaniques crétacées pour le bassin équatorial et jurassique pour le bassin de l'Atlantique central, cette carte permet de visualiser toute la complexité de la distribution de l'amincissement dans l'espace. Donc si on essaye de comprendre d'où vient cette complexité, on voit que le facteur de contrôle de premier ordre, c'est en fait l'obliquité de la marge qui va principalement agir sur la largeur des segments. Donc si on prend des marges divergentes représentées ici, on voit que les largeurs qui sont représentées à gauche sont beaucoup plus importantes que pour les marges transformantes. Ça vient de la largeur de necking qui est plus étroite et aussi le fait que les marges transformantes n'ont pas de domaine hyper étendu. Cependant, il y a un deuxième contrôle qui est que systématiquement, les marges de l'Atlantique équatorial en vert sont beaucoup plus étroites que les marges de l'Atlantique central en bleu. Et ça peut être lié à différents paramètres. Premier, c'est que l'Atlantique équatorial avait une vitesse de rifting beaucoup plus importante. Il avait également une obliquité beaucoup plus importante. Et on peut aussi voir sur cette coupe assez facilement que la marge passive de l'Atlantique central avait une géométrie beaucoup plus proche d'une marge chaude à volcanique que la marge de l'Atlantique équatorial. Donc ces trois paramètres vont favoriser des marges plus étroites. Maintenant, si on regarde l'histoire de l'accumulation sur cette marge, pour chaque intervalle de temps étudié, on a réalisé des cartes de distribution des épaisseurs de sédiments. Ces cartes nous ont permis ensuite de quantifier les volumes et les accumulés et les vitesses d'accumulation au cours du temps. Donc si on regarde cette histoire d'accumulation, on voit qu'au début, lors du rifting de l'Atlantique central, on a un dépôt centre extrêmement important sous le plateau de Demerara, ici en bleu, qui pourrait correspondre à des volcaniques. Puis, à une phase où le flux terrigène est extrêmement faible, ce qui permet le développement d'une plateforme carbonatée dans le bassin de Guyana-Suriname. Ensuite, on a le rifting de l'Atlantique équatorial et donc du bassin de Foz. On voit ici que le Saint-Rift est beaucoup moins important que dans la marge de l'Atlantique central. Et au Crétacé supérieur, les deux bassins ont un comportement opposé en termes d'accumulation, avec un flux qui diminue au niveau de Guyana-Suriname et qui augmente vers un maximum au niveau de Foz. Ça peut être lié à une réorganisation des drainages sur le continent. On a ensuite au
Cénozoïque néogène, pardon, une phase avec un taux d'accumulation extrêmement faible, ce qui permet le développement d'une plateforme carbonatée, de nouveau. Et enfin, au Pliocène, on met en place les drains actuels de l'Amazone et de l'Orénoque, et ces drainages étant transcontinentaux, ils sont capables d'apporter les produits de l'érosion des Andes vers la marge passive, ce qui produit des taux d'accumulation extrêmement élevés dans les deux bassins. Donc si on résume l'histoire de la marge, on vous a montré que ça fait une histoire de subsidence très complexe avec deux événements de subsidence tectonique puis thermale qui se relaient dans le temps mais qui sont aussi superposés dans l'espace au niveau du plateau de Demerara. Qu'on a une histoire d'accumulation qui alterne des très faibles taux d'accumulation qui permettent le développement de plateformes carbonatées et des moments où on a des taux d'accumulation assez importants qui sont liés à des réorganisations du drainage. Et puis, à la toute fin de l'histoire, la mise en place des drainages actuels transcontinentaux de l'Orénoque et de l'Amazone qui augmentent de manière drastique les taux d'accumulation dans le bassin. Bonjour, je suis Flora Bajoulet et je vais vous présenter la partie paléogéographie du projet ainsi un petit peu que les données de thermochronologie. J'ai donc réalisé des cartes paléogéographiques à partir des données disponibles dans la bibliographie afin de mieux contraindre l'évolution des systèmes source-to-sink de la zone d'étude. En particulier, je me suis attachée à carter les zones en érosion bypass et les zones de dépôt de sédiments pour des périodes clés pendant le Mésocénozoïque. J'ai utilisé l'ensemble des informations pertinentes disponibles dans la bibliographie, à commencer par les cartes géologiques, où vous avez là un extrait par exemple de la carte du Craton guyanais et du bassin de l'Amazone. J'ai aussi repris toutes les données disponibles à partir des coupes géologiques et sismiques, des données de puits, des données de terrain, des données de source évidemment, ainsi que toutes les informations pertinentes du registre de la sédimentologie, comme les paléo-environnements sédimentaires, les paléocourants, les charges stratigraphiques, etc. L'ensemble de ces données a été replacé dans son contexte géodynamique pour la période étudiée, avec les principaux événements tectoniques et magmatiques de l'époque. Vous avez ici un exemple de résultat pour la carte ici de l'Aptien, qui représente la période entre 120 et 115 millions d'années, et qui représente la paléogéographie de la zone figurée ici, avec l'ensemble des événements géologiques se déroulant durant cette période. J'ai réalisé 10 cartes qui vont de la fin du Permien jusqu'au Miocène moyen, et je vous en montrerai 4 dans cette présentation. Voici la première carte que j'ai réalisée, qui représente la période de la fin du Permien, entre 270 et 250 millions d'années. Sur la carte, les alpates couleurs représentent les dépôts sédimentaires, en orange les dépôts continentaux, en jaune les dépôts côtiers transitionnels, en bleu clair les dépôts marins peu profonds et bleu foncé pour marins profonds. Pour chaque cas, vous avez en général deux teintes, une teinte plutôt foncée qui représente les dépôts préservés et une teinte plus claire qui représente l'étendue minimum des bassins au moment de leur dépôt. La couleur violette représente les dépôts évaporétiques. Les signes plus et moins représentent les données thermochronologiques, avec des signes plus là où les échantillons indiquent du refroidissement, donc probablement de l'érosion et de la dénudation, et les signes moins là où les échantillons indiquent un réchauffement, donc soit une augmentation de température, soit un enfouissement par couverture sédimentaire par exemple. Les couleurs rouge et orange représentent le magmatisme actif lié aux zones de subduction, en vert le magmatisme lié à des processus intraplaques ou au rifting. Et nous sommes ici donc à la fin du Permien, dans les derniers stades d'assemblée de l'apogée, avec la formation d'un grand supercontinent. La chaîne varisque est dans les dernières phases post-orogéniques et en érosion. Sur la marge pacifique, nous avons une subduction active avec différents arcs volcaniques et des transgressions marines successives. Sur les grands intérieurs continentaux se forment de grands bassins intracratoniques remplis par des sédiments continentaux. Voici une deuxième carte paléogéographique qui représente la situation à la limite Trias-Jurassique, donc entre la période de 135-190 millions d'années. Le principal événement géologique de cette période est la mise en place de la province magmatique Camp, la Central Atlantic Magmatic Province, avec la mise en place de larges volumes de magma tholéitique sous forme de lava flow, de silt et de dike. Cette province magmatique occupe une très large zone à l'intérieur de la Pangée et va mener à sa dislocation. On observe aussi la mise en place, l'initiation du rift de l'Atlantique central, ainsi que le début de la séparation entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Sur la marge pacifique, on observe toujours une subduction active, cette fois avec de nombreux bassins d'un hiérarque remplis par des dépôts volcano-sédimentaires, puis par des transgressions marines successives. Les données de thermochronologie indiquent globalement toujours un lent refroidissement de la zone, qui pourrait également être associé à un soulèvement dû au superpanache de la Camp. Nous avons effectivement une très large zone en érosion bypass qui a en réalité commencé au début du Trias et qui va durer jusqu'à l'Aptien-Albien. Mais en revanche, on n'observe pas de grandes zones de sink qui seraient à même de recevoir l'ensemble des sédiments érodés sur cette zone.
Cela voudrait dire que soit le soulèvement est moins important que ce à quoi on pourrait s'attendre, soit l'export des clastiques est finalement assez réduit. Nous faisons maintenant un petit saut dans le temps pour regarder la configuration à l'Albien, donc ici sur une carte paléogéographique qui représente la période entre 107 et 100 millions d'années. L'Atlantique central ainsi que le golfe du Mexique sont en phase de drift, tandis que l'Atlantique équatorial est toujours en période Saint-Rift, comme l'expliquait Delphine dans sa présentation. Nous observons toujours une subduction active sur la marge Pacifique. La partie nord de la subduction a changé de vergence, avec l'initiation de la subduction Caraïbe qui commence son rollback vers le nord-est. La marge nord de l'Amérique du Sud est une marge passive, soumise à l'eustatisme et à différentes transgressions marines. Sur les intérieurs continentaux, nous avons une reprise de la sédimentation, avec de grands bassins à nouveau intracratoniques, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud. La ligne pointillée-violette représente la position approximative de la ligne de partage des eaux, et on voit que le système de drainage s'organise avec des drains courts vers l'Atlantique et des drains longs vers les domaines cratoniques. Ici, pour l'Amérique du Sud, les paléocourants indiquent un drainage vers l'ouest. Il a pu exister des connexions épisodiques entre les bassins de la marge Pacifique et les grands bassins continentaux. Et la thermochronologie indique que nous sommes toujours dans un lent refroidissement de la zone. Globalement, les sources des bassins à cette période-là, que ce soit les bassins des marges ou les bassins cratoniques, restent les cratons, comme l'indiquent les flèches violettes. Nous faisons maintenant un grand saut dans le temps et je vais vous présenter la carte paléogéographique pour le Miocène moyen, entre 16 et 12 millions d'années. Nous sommes donc avant l'établissement du grand drainage transcontinental entre les Andes et l'Atlantique, qui s'effectue entre 6 et 10 millions d'années. La subduction Caraïbe a quasiment atteint sa position actuelle, et les Andes sont dans une de leurs principales phases de raccourcissement, d'épaississement et d'érosion, et deviennent donc la principale source de sédiments des bassins, en particulier pour les bassins d'avant-pays qui sont en plein développement. Le changement des sources s'est effectué entre le Maastrichtien et le Paléocène, suivant les bassins. Les bassins d'avant-pays forment également un couloir qui va guider les transgressions marines qui prennent leur source ici à l'embouchure de l'Orénoque, jusqu'à des zones situées très au sud dans le continent. Ces transgressions marines vont également alimenter un grand méga-wetland, le système Bébas, composé de sédiments tantôt fluviatiles, marins ou saumâtres. Ce grand bassin effectue une jonction entre les bassins d'avant-pays et une partie des bassins cratoniques. Et c'est le remplissage et le débordement progressif de ce grand bassin qui va mener au drainage transcontinental et à la jonction entre les Andes et l'Atlantique. Le reste du continent est principalement une zone d'érosion bypass, avec le développement de très importantes surfaces latéritiques, comme l'a expliqué Cécile, en raison du climat chaud et de la forte altération de l'époque. Et les exports de plastique sont donc relativement réduits pour cette partie de la zone d'étude. Nous avons également effectué une étude de thermochronologie au sein de ce projet, réalisée par Jocelyn Barbaran et Sébastien Ternois, à partir de données de traces de fission sur apatite. Les échantillons se divisent en deux grands groupes. Une première partie des échantillons plutôt localisés sur le craton guyanais et la marge Guyana-Suriname, et une autre partie qui est plutôt proche du bassin intracratonique de l'Amazone. La première partie des échantillons montre sur les chemins temps-température un lent refroidissement qui débute à partir de températures assez élevées, 100-110 degrés, et qui débute à peu près à 200-130 millions d'années, jusqu'à environ 40-50 millions d'années. Ce signal est typique de la dénudation lente et progressive du craton, avec des chemins un petit peu plus complexes pour les échantillons proches de la marge. Le deuxième groupe d'échantillons permet de remonter un petit peu plus loin dans le temps et montre une première phase de réchauffement qui débute au Paléozoïque-Trias et se poursuit jusqu'à environ 300-200 millions d'années, avant d'initier à nouveau un lent refroidissement. La première phase de réchauffement peut être attribuée à l'enfouissement sous une couverture sédimentaire dépendante du bassin de l'Amazone ou pour quelques échantillons à un effet local du camp. On peut ensuite interpréter les variations dans l'espace de ces données thermochronologiques, en particulier pour le signal de refroidissement, que l'on peut convertir en quantité de roches érodées en prenant un gradient géothermique moyen de 25 degrés par kilomètre et en replaçant donc la quantité d'érosion pour chaque échantillon, pour chaque période de temps, sur de grandes coupes géologiques comme celle qui est présentée ici et qui va donc des bassins d'avant-pays des Andes qui traversent le craton guyanais jusqu'au bassin de Guyana-Suriname. On observe ainsi les variations dans l'espace de l'érosion et on s'aperçoit par exemple que pour le Crétacé, on a une érosion significativement plus importante proche des marges qu'à l'intérieur du craton. Ceci peut être relié à la formation d'un bourrelet marginal lié au rifting et qui sera préférentiellement érodé au cours du Crétacé. On observe également des variations intéressantes pour les échantillons qui sont proches du bassin de l'Amazone, mais que je ne détaillerai pas ici. En synthétisant l'ensemble des informations issues de la partie paléogéographie, de la thermochronologie et du traçage de sources, on peut donc identifier 3 phases majeures pour les systèmes source-to-sink et réfléchir aux principaux processus qui les influencent. Une première configuration du Trias à l'Albien est caractérisée par une très large zone en érosion bypass au sein de la Pangée, qui va alimenter les bassins marginaux en sédiments, que ce soit les bassins de la marge Pacifique ou de l'Atlantique en formation.
L'âge des roches érodées est principalement précambrienne, avec quelques recyclages mineurs de roches paléozoïques et mésozoïques. Les principaux processus à l'œuvre sont donc le rifting atlantique. Les processus profonds, comme le superpanage de Lacan, a également pu influencer les systèmes de drainage en modifiant la topographie de surface. Et enfin, le climat a certainement eu également une influence importante et a pu être aussi à l'origine du grand hiatus sédimentaire du Trias à l'Albien. Une deuxième configuration, de l'Albien au Maastrichtien, voit le retour de la sédimentation dans les grands bassins cratoniques. La principale source de sédiments reste les cratons, en particulier le socle et les sédiments paléozoïques recyclés. Les systèmes de drainage s'organisent avec des drains courts vers l'Atlantique et des drains plus longs avec un drainage vers l'ouest sur le principal axe de bassins cratoniques. Enfin, la dernière configuration, au Cénozoïque, est caractérisée par la surrection des Andes, qui devient donc la source majeure de sédiments pour tous les bassins. Le développement des bassins d'avant-pays va également modifier les réseaux de drainage. La topographie dynamique, en créant cette période-là de la subsidence, va permettre la mise en place d'un bassin à l'interface entre les bassins d'avant-pays et les bassins cratoniques, qui va se remplir au fur et à mesure avec les sédiments issus des Andes et se connecter avec l'Atlantique. Le climat favorise une forte altération et le développement de surfaces latéritiques, ce qui va réduire les exports de clastique et permettre le développement de plateformes carbonatées. En conclusion, on peut dire que notre domaine d'étude est influencé à la fois par le développement de la chaîne des Andes et de la marge passive atlantique, avec également l'influence du domaine cratonique et de sa propre dynamique interne. Comme nous l'avons vu juste avant, une première période du Trias au Crétacé inférieur va favoriser de faibles exports de clastique vers la marge, et donc l'établissement d'une plateforme carbonatée avec une large zone en érosion bypass sur le continent. L'ouverture de l'Atlantique central et équatorial vient perturber cet équilibre et former des drains courts vers l'Atlantique et des drains longs vers le stockage temporaire cratonique. Au tertiaire, avec une forte influence du climat et une altération importante, on retrouve une large zone en érosion bypass sur le continent et à nouveau l'établissement d'une plateforme carbonatée sur la marge passive. Ce système va être modifié par l'émergence des Andes, qui deviendra la principale source de sédiments au détriment des cratons, et qui sera à l'origine de l'établissement d'un grand drainage transcontinental et de très forts apports de plastique sur la marge. Ce sera tout pour le projet Source Guyane. Merci pour votre attention.